Voilà, bonjour, je suis le docteur Bergouin, je suis pneumologue. Je m'occupe de patients hypermobiles depuis 10 ans, je suis dans ma 11e année. Je vais vous parler des soins qu'on propose dans le Nord, sur le centre de la clinique de la Mitrie. En parallèle, on fait du suivi, de l'accompagnement des patients euh, en consultation. Les travaux que je vais présenter, je les ai faits avec Adrien Hakimi qui va intervenir après. Donc je l'associe directement à ma présentation. On peut le mettre en grand. Et donc, je vais un peu vous tourner le dos parce que je n'ai pas d'ordinateur en vis-à-vis. On peut y aller. Et du coup, je n'ai pas la main sur les diapos. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, je voudrais tenir mon timing. Il faudrait que je meuble. Un petit manque d'inspiration. J'attends ma diapo. Un petit moment de solitude. Voilà. Hein. Donc, si on fait une revue de la littérature des symptomatologies de patients hypermobiles, vous savez qu'on va trouver des symptômes très florides qui vont aller de troubles psychologiques à des troubles viscéraux divers, dont des troubles dysautonomiques, des troubles respiratoires, avec une limitation d'activité et une qualité de vie réduite. Diapositive suivante. Voilà. Alors, si on va dans la vie quotidienne, on va dire, on a fait une étude avec l'association CED1+, en demandant aux patients quels étaient les symptômes qu'ils voulaient prioriser dans leur prise en charge. Et puis, on a fait une méthode de conférence de consensus d'experts, type de méthode de Delphi, pour voir si à la fin, on arrivait à une prise en charge qui pouvait être consensuelle. Donc en fait, quand on demande aux patients quels sont les symptômes les plus importants et que vous voudriez qu'on prenne en charge de manière priorisée, on va avoir la douleur, la fatigue et les troubles musculo-squelettiques en tiercé, on va dire, même si on n'arrive pas à des consensus statistiques. Mais après, regardez, on retrouve tous les symptômes. Donc, pour certains patients, ce sont les troubles gastro-intestinaux, les troubles respiratoires, les troubles cognitifs dysautonomiques qui vont être la priorité. Alors, je vous montre cette diapo. Pourquoi? D'abord parce que ce sont nos patients. Et la deuxième chose, c'est parce que ça montre qu'il va falloir qu'on réfléchisse global. Si on n'est pas sur des prises en charge pluridisciplinaires, ça va être compliqué de résoudre les difficultés des patients. Diapositive suivante. Alors, dans la réhabilitation, on sait qu'on peut avoir un impact sur ce cercle vicieux où on a des traumatismes articulaires qui génèrent de la douleur, de la kinésiophobie, une diminution de l'aptitude physique et du déconditionnement. J'ai rajouté l'hyperventilation parce que je suis pneumologue et que je pense que c'est un facteur très limitant dans l'activité physique. Diapositive suivante. Donc voilà, la réhabilitation dans plusieurs pathologies a montré qu'elle arrivait à bloquer ce cercle vicieux et aller vers quelque chose de plus vertueux. Diapositive suivante. Bon, alors la réhabilitation pour qui? Elle va s'adresser aux patients hypermobiles, qu'ils soient CED ou HSD, en l'absence de contre-indication. Une petite diapositive sur les contre-indications. Elles sont classiques dans la réhabilitation. Les contre-indications cardiovasculaires absolues ou relatives, des handicaps qui ne permettraient pas de suivre les programmes, même s'ils sont très adaptés, des contre-indications temporaires et des contre-indications d'ordre psychologique, avec des états qui feraient que soit il n'y a pas de motivation, soit on est là dans un cercle où les personnes n'arrivent pas à avoir des projets de type rééducation. À les intégrer en tout cas comme étant intéressantes pour elles. Diapositive suivante. Alors une réhabilitation, je vais vous présenter un petit peu dans ces grands traits ce que c'est. C'est une prise en charge pluridisciplinaire avec des programmes qui sont individualisés, qui sont validés dans de nombreuses pathologies chroniques. Donc on n'a rien inventé au départ, on a juste adapté et qui vont tenir compte des spécificités de l'hypermobilité. Diapositive suivante. Non, non. Hein? Alors, on a un panel d'activités avec des entretiens individuels où on utilisera les techniques d'éducation thérapeutique, de contractualiser des objectifs avec les patients, de voir où ils en sont. On va faire des travaux physiques de type cycloergomètre, travail en ergothérapie, en kinésithérapie, activité physique, des marches en extérieur,
yoga, pilates. Balnéothérapie, il y aura des temps d'évaluation pour voir si ce qu'on a fait porte ses fruits, des ateliers diététiques avec les psychologues et des ateliers avec les médecins. Donc ça implique un certain nombre d'intervenants variés qui vont des médecins aux diététiciennes en passant par les infirmières, les psychologues, les APA. Diapositive suivante. On va y arriver. Non. Ok. Donc on est parti sur un programme de 20 journées étalé sur 8 semaines. Donc pendant le premier mois, on voit les patientes le mardi et le jeudi, 2 fois par semaine, un mois. La deuxième partie du stage, donc le deuxième mois, on les voit 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. 20 journées en tout. Diapositive suivante. Alors, le contenu, ça c'est par rapport à l'étude qu'on a faite. Donc le contenu, il est détaillé dans le nombre de séances qui sont en général d'une durée d'1 heure et qui vont donc de la balnéothérapie aux activités physiques, travaux proprioceptifs. Ils sont détaillés là, yoga ou pilates, les ateliers diététiciennes, etc. Il y a des activités que j'ai mis en astérisque, c'est celles qu'on a rajoutées par rapport à un programme qu'on avait de base pour les patients respiratoires chroniques, dont la sophrologie, les travaux proprioceptifs, les activités proprioceptives qu'on n'avait pas. On va passer à la diapositive suivante. Alors, on était content des résultats préliminaires, mais on s'est dit, il faut quand même qu'on évalue de manière objective ce stage et qu'on voit si, statistiquement parlant et scientifiquement parlant, on a des résultats qui vont être probants. Et donc, on a fait 2 études. Un premier travail rétrospectif que je ne vais pas présenter aujourd'hui, puisque les données prospectives sont beaucoup plus prégnantes, on va dire, en termes d'évidence de base médecine. Donc, on a fait un protocole qui est le suivant. C'est qu'on a pris les patients et on les a contrôlés 3 mois avant le stage, puis au début du stage, en fin de stage, à 6 semaines et à 6 mois, sur un certain nombre de paramètres que je vais vous présenter ultérieurement, pour voir si on avait une évolution positive et une stabilisation dans le temps. Diapositive suivante. Donc les évaluations, elles ont été larges, de la fatigue, de la douleur, de la kinésiophobie, c'est la peur d'avoir une activité physique, la qualité de vie, la capacité physique, l'équilibre, l'anxiété, la dépression et un sujet qui nous tient à cœur, l'hyperventilation. Ces mesures, elles ont été faites essentiellement à l'aide d'échelles qui sont citées et qui sont les référents pour les études. Et en test physique, on avait du travail sur Uber et le test de marche de 6 minutes. Diapositive suivante. On a publié les résultats rétrospectifs dans l'American Journal of Medical Genetics en 2020, donc qui était prometteur. Je ne vais pas les détailler puisque je reviens sur la dernière étude qu'on vient de publier, la diapositive suivante, dans les archives of Physical Medicine and Rehabilitation, qui reprennent donc ces résultats sur le long terme. Diapositive suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a comme différence significative à 6 semaines? On a des différences significatives sur l'équilibre par le biais du Uber, évalué par le biais du Uber, la fatigabilité, la symptomatologie douloureuse, l'hyperventilation, la qualité de vie et même la dépression. À 6 mois, diapositive suivante, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Voilà, on a toujours des différences significatives sur la kinésiophobie, l'hyperventilation, la qualité de vie, la dépression, l'aptitude à l'effort. Il manque les douleurs, la symptomatologie douloureuse chronique qui n'est plus significative. Alors, on parle de personnes qui ont des symptomatologies chroniques depuis des années. On fait 20 jours d'hôpital de jour et 6 mois après, sur la population étudiée, de manière statistique,
on a un maintien d'amélioration de ces symptômes. Alors, ce n'est pas parfait, mais moi, je trouve que c'est intéressant, vu le temps de prise en charge. Diapositive suivante. Alors, les questions qu'on peut se poser sur pourquoi on n'a pas des effets qui sont maintenus dans le temps sur certains symptômes. Alors, il peut y avoir une perte de motivation pour les changements opérés. Hein, tout le procédé de la réhabilitation, ça va être d'instituer de nouvelles habitudes et de convaincre les personnes, par rapport aussi à leurs objectifs qu'elles veulent atteindre, que c'est pertinent de les entretenir. Il peut y avoir les reprises d'activités professionnelles ou les traumatismes articulaires ayant enclenché le cercle vicieux qui se remettent en route. Notre hypothèse, c'est que ça serait intéressant de mettre en place des programmes post-réadaptation, hein, pour travailler sur un entretien. Après, on a une expérience aussi empirique, c'est que comme on a du recul un petit peu maintenant sur cette prise en charge, on sait qu'en faisant revenir les gens à distance, pas forcément chaque année, mais à distance, on va cumuler petit à petit un savoir-faire et un savoir-être qui permettra aux patients de diminuer leur symptomatologie. Diapositive suivante. Donc nous, notre conviction, c'est que la réhabilitation chez les patients chez qui on peut le faire, elle va permettre de bloquer ce cercle vicieux et de permettre aux patients de diminuer leur symptomatologie. Je le répète, on ne peut pas la proposer à tout le monde. Il y a un tri à faire pour que les gens s'y retrouvent, et nous aussi, qu'on n'ait pas trop d'échecs. Diapositive suivante. Voilà, donc je remercie la clinique de la Mitrie, que ce soit la direction, les équipes soignantes qui nous ont permis de mettre en place ce programme. Le docteur Hakimi qui va faire la présentation suivante, parce que c'est lui qui m'a aidé à mener et qui a contribué à toutes les études qu'on a pu faire. Le docteur de Jésus, le professeur Mussy. Les patients qui ont accepté de participer aux évaluations et à votre collectif d'associations pour votre invitation.